Vincent, je rappelle que vous êtes psychologue, vous nous proposez une série de chroniques sur la santé des hommes. La semaine dernière, vous nous aviez dit qu'ils s'occupaient globalement moins de leur santé que les femmes, qu'ils répondaient aussi moins bien aux messages de prévention. Eh bien, leur santé psychique et mentale n'échappe pas à la règle. Et non, et d'ailleurs un chiffre parle de lui-même. 75% des morts par suicide sont des hommes. Je rappelle qu'on compte aux alentours de 9000 suicides chaque année en France. Et donc, si on fait le calcul, ce sont en fait un peu plus de 6750 hommes qui mettent fin à leur jour chaque année. Ce chiffre est d'autant plus problématique qu'à l'inverse des femmes, il n'est plus en baisse chez les hommes, particulièrement entre 35 et 65 ans. Et qu'en plus, c'est un phénomène qui ne se limite pas à la France. Ça s'étend aussi à l'Europe ? Oui, partout en Europe, les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes. En fait, c'est le cas dans la plupart des pays les plus développés économiquement. Et d'ailleurs, ce chiffre de 75% est le même aux États-Unis. Et aujourd'hui, certains auteurs américains utilisent le terme de crise silencieuse en parlant de la santé mentale des hommes. Et pourquoi ce mot silencieux ? Alors silencieuse, pour deux raisons. La première, c'est que la souffrance morale des hommes dont on parle là va prendre des formes différentes, pas forcément celle d'une dépression caractérisée comme on pourrait l'imaginer a priori. Il faut tenir compte d'une variété de manifestations. C'est le cas des addictions. On peut parler aussi de certains comportements à risque ou on va dire même des problèmes relationnels, la négligence de soins quand on en a besoin, voire des troubles de la personnalité. C'est une liste qui, malheureusement, peut être très très longue. Et c'est vrai que les chiffres, les statistiques peinent à rendre compte à la fois de la variété et donc de l'ampleur du phénomène en question. Et puis la seconde raison, c'est tout simplement que les hommes parlent peu, voire pas du tout, des problèmes qu'ils rencontrent. Le constat global qui est fait, c'est que de plus en plus d'hommes semblent souffrir de troubles mentaux, mais qu'ils ne font pas plus appel qu'avant aux structures d'aide. Et c'est vrai que les professionnels de la santé mentale aux États-Unis tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme parce qu'ils sont notamment confrontés à un nombre particulièrement alarmant d'addictions aux opioïdes et de décès liés à ces addictions. C'est le cas notamment... C'est dramatique, effectivement, qui arrive doucement chez nous, mais qui est dramatique aux États-Unis. Et on craint vraiment que ça arrive, notamment le fentanyl, qui est un opiacé connu depuis longtemps, mais qui aujourd'hui est utilisé en tant que stupéfiant. Et c'est vrai qu'on sait bien, au-delà du traitement de la douleur pour lequel ces médicaments sont prescrits au départ, et la plupart du temps à juste titre, l'utilisation abusive de toxiques, elle est en général liée à une souffrance psychique sous-jacente. C'est des substances qui sont très 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 rapidement addictives, c'est ça le problème. Exactement. Et comment on explique que cette souffrance augmente ? Alors, parmi les hypothèses qui sont faites, celle qui revient le plus souvent est celle des effets de la crise économique. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que les hommes entre 35 et 65 ans sont probablement les moins à même de composer avec ces effets, et notamment de composer avec la perte d'un emploi. Quand on se le représente, c'est l'impossibilité de subvenir à ses propres besoins, voire à ceux de sa famille, le risque accru d'isolement social qui est lié à ça, et puis le sentiment de honte qui vient majorer cet isolement, tout ça, ça peut être des facteurs qui amènent à un moment de crise psychique. Et puis le fait que ça entre en conflit direct avec les représentations classiques que l'on a du masculin, qui est là aussi un facteur aggravant. Si on reprend l'exemple des États-Unis un instant, eux voient par exemple les vétérans de l'armée développer toutes sortes de troubles mentaux, pas uniquement le stress post-traumatique, qui aujourd'hui est heureusement mieux connu, mieux pris en compte. Mais c'est vrai que ces vétérans, ils doivent en plus se réinsérer dans une société qui peine vraiment beaucoup à leur faire de la place, et notamment en termes d'emploi. Mais c'est de la honte, les hommes ont honte de leur situation sociale ? Alors on peut dire ça, et c'est vrai que là-dessus, on a des indicateurs qui nous permettent de différencier la manière dont ils le vivent par rapport aux femmes. Notamment, d'ailleurs, le fait que les femmes sont plus susceptibles de se voir diagnostiquer une dépression au cours de leur vie, ce qui ne veut pas dire que chez les hommes ça n'existe pas, c'est juste que la forme clinique va parfois être différente et ne pas amener à ce diagnostic. On parlait tout à l'heure d'addiction. C'est un exemple typique, le recours aux toxiques, donc alcool ou stupéfiants, comme une manière d'anesthésier une souffrance morale qui peut être liée à la situation qu'ils vivent. Ça reste encore aujourd'hui quelque chose qui est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Et puis un autre indicateur, c'est l'Institut Santé publique France qui interroge régulièrement les idées suicidaires des Français. Et là encore, il y a des différences significatives. Dans les raisons qui peuvent amener à des pensées suicidaires, les femmes citent majoritairement des raisons de la sphère familiale, là où les hommes citeront plus volontiers des raisons de la sphère du travail, y compris son absence. Et c'est vrai qu'on a tous peut-être un peu de mal à se représenter ces difficultés liées au travail comme quelque chose qui relève d'une aide extérieure, voire d'une solidarité. Et notamment d'ailleurs le fait que dans le discours collectif, un problème au travail ou la difficulté à en retrouver, c'est quelque chose auquel on devrait au fond pouvoir faire face. Il y a parfois un côté « quand on veut, on peut »
qui peut vraiment avoir un effet dévastateur. Dévastateur, notamment parce que ça peut vraiment freiner une demande d'aide ou de soins, et donc contribuer à isoler encore plus une personne qui est en grande souffrance psychique. On comprend bien l'enjeu et c'est important de rompre cet isolement, justement. Mais oui, et c'est d'ailleurs un levier essentiel si on parle de prévention. On sait que pour lutter contre le suicide, il faut lutter contre le sentiment d'isolement lié à une souffrance morale. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, notamment de manière ciblée, avec les agriculteurs, par exemple, dont on sait qu'ils sont malheureusement particulièrement touchés. C'est aussi un axe de travail qui est repris dans les nouvelles stratégies de prévention, celles qui visent les hommes en général. On a évoqué la difficulté qu'ont les hommes à prendre soin d'eux-mêmes par eux-mêmes, et on sait que la notion d'entraide, de solidarité, est une bonne manière de les amener à pouvoir le faire. Il y a des études qui ont montré en fait que l'aide entre pairs, donc quand on dit pairs, c'est P-A-I-R-S, il faut entendre les amis, les collègues, les coéquipiers, est quelque chose qui est particulièrement efficace. On verra d'ailleurs la semaine prochaine des exemples de campagnes qui ont mis l'accent là-dessus, parfois de manière assez amusante, et puis on verra aussi que ça donne beaucoup d'espoir en termes de prévention. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'éducation de la part des parents? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que les parents puissent expliquer à leurs garçons qu'ils ont le droit d'être faibles, qu'ils ont le droit de se plaindre, qu'ils ont le droit de ne pas réussir à se sortir de tout par eux-mêmes, que tout ça n'est pas une preuve que la masculinité ne se pose pas là? Oui, en fait, on va dire, ce qu'il faut, c'est changer un petit peu la société. C'est pas quelque chose qu'on va faire facilement. Le ne pleure pas, mon fils, un garçon ne pleure pas, il faut arrêter, quoi. Idéalement, oui, il faut arrêter, ou en tout cas, parfois arriver à décaler le regard. Et c'est vrai que c'est là que l'aide entre pairs est intéressante, c'est que parfois les copains, ils sont plus efficaces que les parents là-dessus. Vous en pensez quoi? Je confirme, moi je suis père de 2 garçons et d'une fille. J'ai toujours dit à mes garçons, t'as le droit de te plaindre, t'es pas un super-héros, t'es pas comme à la télé, parle. Mais les garçons ont plus de mal à parler que les filles, de toute façon. Ce qu'ils ressentent. Pardon ? Et à exprimer ce qu'ils ressentent. Et exprimer ce qu'ils ressentent. Et il faut aussi avoir le vocabulaire pour exprimer ce qu'on ressent. Et c'est là où on voit les inégalités sociales à l'école. Un gamin qui lit peu, un gamin qui a peu de vocabulaire, qui a beaucoup plus de mal à exprimer ce qu'il ressent, à conceptualiser ce qu'il ressent. Et ça, c'est pour être intervenu en classe, pour parler de climat et autres. Ça se sent tout de suite et on sent un gouffre parfois chez certains mots. Moi, ça me terrifie chez ces enfants-là. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine pour la suite.